boursier standard, on sait qu'à l'intérieur d'un indice boursier, au fond, c'est un panier d'actions, eh bien, il y a aussi une façon d'analyser une devise en tant qu'indice. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de l'euro, généralement, votre réflexe, c'est de dire euro-dollar. Mais non, l'euro, c'est l'euro face à la livre sterling, face au yen, face au dollar, face à beaucoup de monnaies. Et c'est pareil, l'euro-franc suisse, lorsque généralement vous raisonnez sur l'euro-franc suisse, vous vous dites, bon, quel est le taux de change de l'euro-franc suisse? Mais non, c'est pas la tendance que suit le franc suisse, d'analyser uniquement la tendance de l'euro-franc suisse. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique du franc suisse index, l'expression de la tendance du franc face à un panier de devises. Donc ça, c'est un outil très important utilisé sur le marché d'échange qu'on peut mettre sur la plateforme. Et puis, c'est simplement pour vous montrer qu'en termes de retracement et d'extension, et c'est ce que conjugue en fait ce graphique, puisqu'on projette dans le futur le mouvement AB au point bas de la C, et on retrouve un ratio d'extension standard, et on vient travailler le mouvement de baisse en retracement. Et cela vous donnait donc une zone importante aux alentours des 126 sur cet indice qui nous a fait penser que le franc suisse avait probablement fait un point haut important. En tout cas, il y a une phase baissière maintenant qui a démarré sur le franc suisse et qu'on peut retrouver par exemple sur nos anticipations haussières sur l'USD CHF. Le dollar américain face au franc suisse, anticipation haussière, et ça vient aussi, rappelez-vous, confirmer nos anticipations plutôt correctives sur la paire euro-dollar. Alors, je vais essayer d'accélérer, on va passer maintenant aux matières premières. On va parler des métaux précieux essentiellement, l'argent, l'or. Alors ça, c'est un graphique que j'ai proposé récemment sur l'argent. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi, ce qui me plaît en fait sur l'argent, c'est qu'on a tout simplement une phase de stabilisation sur un niveau vraiment majeur à 19 $. Alors là, vous n'avez pas suffisamment d'historique de cours, mais dites-vous bien que par le passé, depuis les années 2000, ce marché a déjà réagi fortement sur 19 $. Bon, là, il y a une approche un peu fractale, puisqu'on reconnaît certains mouvements que par le passé, l'argent a pu faire, mais à cela s'ajoutent d'autres données, et notamment des données de volume, et j'en parlais hier d'ailleurs dans mon émission de trading. On a sur 19 $, aux alentours des 19 $, un volume de transactions à chaque fois très important qui se manifeste. Et en fait, c'est tout simple. Vous, lorsqu'on représente généralement le volume de transactions, on le met en bas, sur l'axe du temps, et au fur et à mesure où les prises dessinent, on a des barres de volume. Mais on peut aussi travailler le niveau du volume en fonction des niveaux de prix. Eh bien, donc sachez que sur 19 $, à travers le temps, on a à chaque fois beaucoup de volume qui se manifeste. Et ça renforce notre opinion qu'on a peut-être ici une phase d'accumulation, donc une base. Reste que pour la confirmer, il va falloir carrément franchir des résistances et au moins franchir les 20 $ sur l'argent. Alors, à court terme, on a ce type de structure qui se met en place, ça prend du temps. Franchir une résistance sur l'argent pour aller plus haut, vous allez voir que l'or est exactement dans la même situation. Et là, donc, c'est ton graphique après. Alors, en fait, je vais juste en fait revenir sur l'argent pour vous dire, soit donc si vous souhaitez acheter l'argent, parce qu'aujourd'hui, personnellement, je suis moins sûr des perspectives sur l'argent. Mais parce que c'est un métal qui sous-performe cette année, mais vous pouvez en fait choisir soit d'acheter donc le support vers les 19 $, ou bien vous attendez justement un signal, parce qu'en fait sur les métaux précieux, ce sont des actifs qui sont volatiles, qui peuvent donc entrer dans des tendances qui sont très fortes, comme avant, par exemple entre 2011 et 2012, on avait des tendances vraiment fortes sur l'argent, sur l'or aussi. Et donc, j'estime que si l'on devait avoir, par exemple sur l'argent, une cassure des 20,50 confirmée vraiment par un dépassement des 21, un prix au-dessus des 21 $ l'once, on pourrait à ce moment-là parler vraiment d'un breakout sur ce marché, c'est-à-dire une cassure de cette ligne de tendance baissière. À ce moment-là, on pourrait avoir donc une phase de hausse sur l'argent pour viser, j'espère, jusqu'à 25, mais bon, on verra. Maintenant pour l'or, à moins d'avoir aujourd'hui un décalage sur le marché, je ne sais pas exactement à quel prix cote l'or aujourd'hui, très honnêtement ce marché ne fait pas grand chose depuis maintenant 2 mois. Donc il est très difficile pour vous dire ce qu'on va faire. Je sais juste qu'en fait vous avez des niveaux clés sur l'or. 1270, c'est un niveau important depuis 2013. Vous avez donc un espèce de double creux fait en janvier sur les 1180. Ensuite, vous avez des résistances à 1330, vous avez une résistance à 1390, vous avez des résistances plus haut à 1420. Mais voilà, nous avons en fait un triangle dont on n'est pas encore sorti, à moins que ce soit aujourd'hui. Très honnêtement, je ne sais pas dans quel sens on va sortir. Donc en fait, c'est là où justement, on a probablement plus de chances de réussir sur ce marché en attendant un signal clair.
avec justement une cassure par exemple à la baisse des 1270, là je dirais que l'or va retomber vers ses plus bas annuels et va casser ses plus bas annuels, et l'argent en fait va confirmer cette cassure avant même, avec une rupture des 18,50. Mais bon, voilà, l'or en fait il est dans un range, il est sans tendance depuis maintenant un an. Les métaux en fait ont chuté l'année dernière, mais en fait ça fait depuis 2011. Chaque fois qu'on a eu une chute, on a eu des ranges qui ont duré en un an et demi, quasiment. C'était le cas entre 2011 et 2013, et nous sommes dans un range, et donc je ne sais pas si on va en sortir prochainement. Très honnêtement, en fait, nous sommes au milieu de ce même range dans lequel nous sommes depuis un an, et donc en fait, on peut monter, on peut baisser, c'est tout à fait aléatoire. Et donc, je vous propose, au lieu de vous dire, voilà, moi je pense que l'or il va faire ça, et puis vous pouvez donc vous placer, je vous préfère en fait de suivre les signaux. De suivre les signaux sur l'or, soit on casse à la baisse d'ici peu, et je dis vraiment d'ici peu, la semaine prochaine par exemple, ou bien avant la fin du mois, les 1270, auquel cas je pense que vous pourrez vendre l'or avec quand même une bonne probabilité de réussite. Ou bien on tient les 1270, et puis on pourrait espérer justement que l'on reparte à la hausse vers les 1330, ou même peut-être si l'on devait avoir vraiment un marché haussier sur le métaux jusqu'à, j'espère, jusqu'à 1400 à cette fois-ci avec l'argent qui dépassera les 21, et puis ce sera super. Mais bon, sachez juste que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'or il est au milieu de nulle part, et donc en fait c'est un marché tout à fait aléatoire. Merci, donc je vais essayer d'accélérer puisque moi dans 10 minutes j'ai un rendez-vous téléphonique important. On va continuer. Bon, les cours du pétrole, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a beaucoup de graphiques en fait dans cette présentation. J'ai envie de vous montrer des graphiques un peu fondamentaux sur les marchés boursiers. Alors forcément là vous avez des grandes citations, Seligman, Go Away, ce genre de choses qui font un peu peur, et finalement il suffit de prendre la presse depuis 15 ans, dès qu'on arrive à proximité du mois de mai, ça revient tout le temps. Seligman, Go Away. Et ça fait à chaque fois peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un krach boursier chaque mois de mai? Non, il n'y a pas de krach boursier chaque mois de mai. Et puis, depuis 2009, on a connu combien de mois de mai? Celui de 2009, bref, plusieurs mois de mai. N'empêche que le marché action fait toujours de nouveaux plus hauts. Donc, qu'est-ce que c'est le sell-in-May and go away? C'est simplement en fait une question de saisonnalité, de rapport de performance sur certaines périodes de l'année. En fait, sur ce graphique, vous avez deux choses intéressantes. Vous avez, avec la courbe bleue, un investisseur qui est donc à acheter de l'indice DJ Stocks 600 le 1er novembre et qui a revendu le 30 avril de chaque année. Et puis vous avez l'investisseur numéro 2, lui qui a acheté le 1er mai de chaque année, qui a revendu le 31 octobre. Et vous avez donc la courbe de performance. Donc voilà, c'est simplement pour dire que c'est, du point de vue statistique, des performances des actions, eh bien, une période qui est plutôt défavorable. Mais ça veut simplement dire que le marché peut monter moins vite, en effet baisser. Mais en tout cas, voilà, c'est ça la réalité du Seligman Go Away. C'est en aucun cas les prémices d'un krach boursier. C'est simplement une période qui est moins favorable. Et donc, qui peut voir soit la hausse ralentir, soit le marché se stabiliser, soit monter moins vite, la hausse ralentir, soit en effet chuter. Mais il y a plein de cas possibles. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette expression qui est à chaque fois mise en avant comme un argument facile de krach boursier annoncé. Mais en tout cas, c'est un élément de saisonnalité qui est défavorable. Alors si à ce moment-là, vous constatez des signaux techniques plutôt baissiers sur les marchés actions, ça peut venir agrémenter une argumentation. Toujours dans les graphiques intéressants, et ça, je ne sais pas si tu veux le commenter, Adrien, tu l'as déjà commenté, donc vous l'avez peut-être déjà vu, c'est la superposition donc, du SP500 et du bilan de la Fed. Donc, si vous en avez déjà parlé ce matin, c'est simplement pour vous rappeler pourquoi on parle tant des injections liquidité de la Réserve fédérale des États-Unis. Étonnamment, il n'y a pas de corrélation évidente lorsqu'on prend par exemple l'indice CAC 40 et les créations d'emplois en France. Malheureusement, c'est absolument pas le cas. La hausse du CAC 40 ne s'est pas accompagnée. On a vu une baisse du chômage en France. Par contre, il y a des corrélations marquées entre l'activité des banques centrales et de leurs injections de liquidité et la tendance des marchés actions. Autre graphique intéressant, c'est celui de la valorisation boursière. Pourquoi est-ce qu'on entend à tout va, dans les médias notamment et chez les gérants, que les actions sont chères? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une action chère? Finalement, l'homme décide qu'une action est chère par rapport à des standards comptables, des standards d'analyse financière, et il s'avère qu'en effet, notamment, que les actions les plus chères seront les standards des gérants de fonds. Et je vous rappelle que les gérants, les institutionnels sont les mains fortes qui font les tendances. Et ce qui explique pourquoi nous, on vous propose parfois des stratégies de vente, notamment sur les actions américaines et sur les indices américains, qui sont d'ailleurs sur leur sommet historique, eh bien c'est qu'en termes
géographique, hein, les actions américaines sont les plus chères par rapport à leur moyenne des 10 précédentes années. En fait, cet indicateur vous présente tout simplement le rapport entre le cours, la valorisation boursière hein, des actions américaines par rapport à la moyenne des bénéfices réalisés les 10 années précédentes. Donc il n'y a pas de données futures qui sont par définition incertaines. Alors, justement, et là je vais te donner la parole, Adrien, c'est ton graphique de l'indice Dow Jones. Je te donne la parole. Tout à l'heure, en fait, j'en ai parlé, enfin j'ai parlé de ce graphique, cette configuration qui est tout à fait intéressante, sans exagérer ce qui pourrait passer par la suite. Restons factuels. Restons donc factuels avec un graphique, une étude technique. Regardons ce que fait donc le Dow Jones depuis 10 ans. On trace une simple résistance sur les sommets. Je suis bel et bien en échelle logarithmique ici. Eh bien, on constate que on passe par là, donc, les plus hauts de 1999, par les plus hauts de 2000, et maintenant nous sommes sur cette même résistance. Ce n'est pas une information suffisante pour vendre un marché agressivement à contre-tendance, alors que le marché il est comme ça. Par contre, on peut s'intéresser à un indicateur technique, un oscillateur, en l'occurrence le RSI, que tout le monde a priori connaît, c'est le Relative Strength Index. Et bien cet oscillateur technique, en fait, je me suis amusé à justement l'étudier, et j'ai constaté qu'en 2007, par exemple, avant le krach boursier en 2007, donc le grand marché baissier qui a été amorcé en 2007, il y avait un pré-signal baissier donné par le RSI mensuel. Donc le RSI, tout simplement, on a tracé une ligne de tendance haussière, le RSI casse son support, oui, vous pouvez tracer des supports et des résistances sur les oscillateurs techniques, et bien le pré-signal baissier a été suivi par une chute du marché. Ensuite, je prends donc la même ligne de tendance et je trace une ligne de tendance sur mon RSI mensuel aujourd'hui, et en janvier 2014, eh bien, ce RSI a cassé son support. Alors, il y a une question, bien entendu, est-ce qu'on a réellement cassé un support? Est-ce que ma ligne de tendance, elle est bien tracée? Ce sont des questions donc, qui rendent justement les perspectives baissières moins certaines. La raison pour laquelle, donc, aujourd'hui, je suis beaucoup moins certain de cette configuration aujourd'hui, alors que le Dow Jones, il est quand même sur ses plus hauts hebdomadaires. Eh bien, j'estime que si jamais il devait y avoir un point haut du marché, ce serait techniquement parlant intéressant de surveiller des signaux de marché au prix actuel, sous les 16 600 points sur le Dow Jones. Alors, je dis bien aujourd'hui, nous sommes sur les plus hauts, quasiment les plus hauts annuels, nous sommes donc sur les plus hauts hebdomadaires. Chaque fois que nous faisons une conférence de trading, il se passe quelque chose sur les marchés, c'est incroyable. Des fois, l'or, il casse un support, il chute de 13% le lendemain. Le CAC 40, il clôture sur un support, et puis le lundi suivant, il gap plus 1% le lendemain. Eh bien, là, je ne sais pas si on va avoir quelque chose aujourd'hui, mais je vous invite quand même à surveiller le Dow Jones ici. Parce que ça fait quand même 5 mois qu'il ne dépasse pas donc, son cours d'ouverture sur l'année, et peut-être nous avons eu un pré-signal baissier donné en janvier. Donc on va finir, je pense, avec le CAC 40, rapidement, parce que bon, il faut finir avec le CAC 40. Le CAC 40, donc, je dirais qu'il pourrait être en train de former un sommet du marché comme le Dow Jones, sous les 4500 points. J'estime toutefois que, comme vous l'avez vu, donc la valorisation des actions européennes semble beaucoup plus attractive que la valorisation des actions US. Donc, d'où la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup moins, mon avis il est beaucoup moins bearish ou baissier sur les actifs, les indices européens, à part du FTSE 100. Et donc en fait, j'estime que le CAC 40, il est tout à fait capable d'aller chercher. Ça ne va pas te plaire, Nicolas. Il est tout à fait capable d'aller chercher les 4700 points. S'il devait vraiment casser sa résistance à 4500 points. Mais sachez que, techniquement parlant, si l'on trace un canal haussier, vous avez de toute façon une résistance historique établie en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers aux alentours des 4500 points. J'estime que cette résistance est plus, je dirais, vers les 4530, 50. Donc ça veut dire qu'on peut quand même dépasser les 4500 points sans qu'il y ait un signal d'achat. Donc faites attention à cela. Mais bon, voilà, nous sommes dans une zone de prix
techniquement parlant intéressante, techniquement parlant qui pourrait engendrer justement une phase de prise de profit, mais voilà, en termes de billets long terme, j'ai un billet beaucoup moins baissier sur un indice comme le CAC 40 ou bien les actions sur le marché espagnol ou bien sur le marché italien. C'est juste, voilà. D'autant plus, on vient de parler de la BCE, on vient de parler donc de la politique monétaire de la BCE. Ben, si la BCE devait assouplir davantage sa politique monétaire, ça plaide normalement en faveur d'une meilleure performance des indices européens qui seront soutenus par la Banque Centrale Européenne. Alors qu'aux États-Unis, alors qu'en Angleterre, vous avez des banques centrales qui vont donc réduire justement leur soutien. Donc d'où mon biais fondamental qui est plus bearish sur le marché US et le marché anglais que sur les marchés européens, par exemple. Voilà. Donc le CAC 40, 4530-50 pour moi, c'est la bonne résistance. De toute façon, c'est une zone de 50 points entre 4500 et 4550. Soit on corrige en dessous et puis on va aller chercher les 4002 et puis peut-être avoir vraiment, si on devait avoir des contournements, une baisse en dessus des 4000 points. Mais voilà, moi je suis en attente vraiment d'un signal clair. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une tendance qui est donc en place depuis 2 ans, alors que le risque systémique sur le marché, il est bas. Et donc, à moins d'avoir vraiment un catalyseur sur le marché, donc l'augmentation de la volatilité, on restera dans cette tendance où on baisse et on monte et on baisse. Voilà. Alors, il est intéressant de regarder ce graphique-là. C'est l'indice du fameux CAC-GR. Le problème, si vous voulez, c'est le manque de formation et de culture économique et boursière du particulier français par rapport à ses voisins. Et c'est le fait que tout le monde compare le CAC avec ses voisins. Le CAC 40 ne contient pas le réinvestissement des dividendes comme les indices américains et le DAX. Le CAC 40 GR, contenant les dividendes, cote actuellement 10 200 points. En 2000, nous avons touché les 10 000, 10 800. On a chuté à 5 000. Voilà. Il y a quelqu'un qui appelle le portable volé. Oui, Nicolas Chéron, bonjour. Votre téléphone est au Palais Brognard, monsieur. À tout de suite. Parfait. Qu'est-ce que je disais ? Le CAC, c'est un range entre 4500 points et 10 800 points sur le CAC GR. Un range, on achète en bas, on vend en haut. Là, on est à 10 200 points. Oui, on peut aller à 10 800. Oui, on peut aller à 11 000. Ça fait 4, 5, 7, 8%. Mais ça n'en fait pas 40 comme nous prévoit la SOG. Ça va être compliqué. Adrien disait à très juste titre que les actions européennes sont moins chères. C'est normal, il n'y a pas de QE, il n'y a pas de croissance, donc elles sont moins chères. Toutefois, il est bearish un petit peu plus sur les indices américains, et ça tombe bien puisque les indices américains sont les indices directeurs. C'est-à-dire que si demain les indices américains tombent, l'Europe suivra comme un petit toutou, comme ça a toujours été le cas. Donc quand on regarde le CAC GR, on apprécie la vraie valeur du CAC 40, on peut faire une véritable analyse technique de cet indice au même titre qu'on le fait sur les autres indices européens et américains, et on se rend compte que les plus hauts historiques, qui représentaient jusqu'ici un double top dans la zone des 10 200, 10 700, on est en train d'y arriver. Mon scénario est le suivant, Draghi ne va pas lancer de quantitative easing au mois de juin, il va baisser les taux d'intérêt, et il va attendre le second semestre pour potentiellement lancer un quantitative easing. Si d'ici là les marchés n'ont pas consolidé ni décroché cet été, le CAC GR effectivement ira chercher les 10 800 points. Et le CAC 40 ira peut-être effectivement chercher 4006, 4007, peu m'importe. Encore une fois, le potentiel haussier est très restreint par rapport au potentiel baissier. Enfin, j'espère qu'on n'ira pas à 5000, puisque à 5000 points, j'ai dit que je me rasais la tête comme Vincent Gall. Alors ça, c'est une analyse, c'est des graphiques d'une analyse de Vincent qui vous a été publiée hier ou avant-hier. Donc en fait, on vous montre des figures chartistes. Donc le concept d'une figure chartiste, comme les biseaux que l'on voit ici, c'est qu'on en joue la sortie par le bas. Donc tant qu'il n'y a pas de signal, il n'y a pas de vente. Le TE potentiel du Nasdaq, bon, ça reste le Nasdaq et sa puissance fait que si on tourne sur les plus hauts, ça n'aura rien d'étonnant. Quant au yen,
Le support des 13 800, 14 000 a tenu, et de par la baisse du yen ces dernières séances, vous savez que quand le yen baisse, ça favorise les exportateurs nippons, donc on a tenu le support et on remonte. Donc pour l'instant, pas de signaux, mais voilà, des indices qui n'arrivent plus trop à monter, des indices qui stabilisent, et ce qu'il faut pour retourner un marché, c'est un excès. Et les plus beaux retournements baissiers historiquement, c'est des retournements où on s'est retrouvé dans des situations comme là où on est sur le CAC à 4500, où tout le monde sait que ça va baisser, où on sort par le haut, on prend 5 à 10%, on tue tous les vendeurs, et ensuite on se prend moins 40. Donc le scénario d'un quantitative easing européen avec sortie par le haut des 4500 points pour aller chercher le haut du biseau que vous voyez ici sur le CAC 40 pour ensuite baisser, fait partie intégralement du scénario baissier de moyen terme, parce que ces 3, 4, 5 dernières pourcents sont dangereux à aller attraper. Donc ça c'est la suite en cas de sortie des figures en question et des seuils en question. On constate qu'il y a du refuge sur le... Oui, justement. Vas-y. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les corrélations, pour ceux qui ne savent pas comment analyser différents marchés à la fois, vous pouvez vous intéresser au taux obligataire à 10 ans aux États-Unis. Donc en l'occurrence, c'est ce que vous avez devant vous. En fait, ce taux à 10 ans aux États-Unis suit, où vous constatez quand même des mouvements très similaires entre le cours de l'USD Yen et le taux à 10 ans aux États-Unis. Et en fait, donc, déjà depuis maintenant 5 mois, l'USD Yen, en fait, il suit plutôt une tendance baissière, toutefois il vient de toucher un support, et en fait le taux à 10 ans aux États-Unis, lui, il a touché également un support, quelques séances avant, à 2,47. Alors, ce qu'il faudra pour que les indices US corrigent à la baisse, donc pour qu'il y ait une période d'aversion risque sur le marché, il faudra en fait que, encore une fois, tous les marchés donnent des signaux. Le yen semble, les paires en yen, c'est pas uniquement le yen, c'est également la paire euro-yen, le dollar australien face au yen. Eh bien, le yen semble avoir donné un signal haussier ces dernières séances, ce qui favorise plutôt une faiblesse de la part des indices et donc peut-être des tensions sur le marché qui pourraient apparaître. Peut-être avec l'Ukraine, je ne sais pas. Et en fait, ce qu'il faudra en fait pour que les indices américains ou les indices européens, tous les indices se retournent nettement à la baisse, pour qu'il y ait une vraie période de crainte, ce sera pour moi en fait de voir le taux à 10 ans aux États-Unis baisser en dessous de 2,47. Parce que les taux qui baissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les opérateurs achètent les obligations de l'État US, donc des valeurs refuges. À ce moment-là, vous aurez plus de demandes donc, sur les obligations, et donc on pourrait réellement parler d'une hausse du dollar américain, qui fait de la demande, hein, et on pourrait enfin avoir donc, les corrélations historiques des marchés que nous n'avons pas vues depuis maintenant 2011-2012. Hein. Et donc, ce sera quelque chose à surveiller pour valider justement des signaux sur les marchés boursiers qui pourraient être baissiers en cas justement de rupture technique des taux à 10 ans aux États-Unis. Voilà. Et puis ça, c'est d'autres refuges pour terminer. Ça venait en fait corroborer l'analyse de Vincent. C'est que parallèlement, vous avez des actifs dits risqués qui sont haussiers mais dans des figures de retournement potentiel. Et vous avez des actifs dits refuges, type métaux précieux, qui sont sur support prêts à potentiellement bondir. Un indice de la volatilité, le VIX, qui est sur son plancher et sur des plus bas de 10 ans et qui ne peut que y rebondir. Un Bund qui est monté ces dernières semaines, qu'on a joué de 142 à 147, et un yen qui, à long terme, et c'est marrant parce que ce graphique du yen que vous voyez ici me rappelle la paire USD-yen quand on était à 77,80. USD-yen aujourd'hui cote plus de 100. Et donc il y a 1 an et demi, on avait mis en exergue un scénario spéculatif de retournement de long terme de la paire USD-yen, et le graphique ressemblait exactement à celui que vous avez en bas à droite. Or, si le yen, cette fois, à son tour devait s'envoler, là, il y aurait de l'aversion au risque sur les marchés et de potentiels signaux à mettre à profit. Concernant la volatilité, donc tout à l'heure, on a dit que la volatilité était historiquement basse sur le marché action, sur le forex aussi. Certainement, en fait, on voit que le VIX, par exemple, il est sur son plancher, mais ça veut pas dire que voilà, il est prêt à rebondir. La question, en fait, pour la volatilité et donc des mouvements sur les marchés, c'est le temps. Quand?
Et donc, moi, je pense que ce n'est qu'une question de temps. C'est juste, en fait, on manque aujourd'hui un thème sur le marché. On a eu l'Ukraine, mais c'est pas vraiment le thème, d'après moi. Il faudra un vrai thème sur les marchés. On n'en a pas aujourd'hui. On n'en a pas. Et donc, la volatilité, elle est basse. Parce que les opérateurs se disent, je ne sais pas ce qui va se passer, je reste un petit peu à l'écart, et les marchés bougent un petit peu. Voilà. Donc, surveiller une augmentation de la volatilité. On parle ici en fait d'une augmentation de la volatilité avec un événement qui n'est pas justement intégré, anticipé par les marchés. Et en l'occurrence, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un tremblement de terre, ça peut être la Fed qui monte ses taux comme ça, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui compte le plus, c'est de suivre en fait les signaux et d'ajuster ou d'affiner les analyses, les stratégies en fonction de ce qui se passe. Donc nous, on anticipe excuse-moi, une augmentation de la volatilité, mais on ne sait pas encore pour quand. Voilà. Et c'est impossible de savoir quand. Merci de votre attention. Donc si vous avez des questions concernant nos stratégies de trading, Vincent et moi, on sera disponible dans la salle, la grande salle là. Et puis, est-ce qu'on va faire des questions-réponses rapidement ou on va passer? Si vous voulez poser des questions, vous allez au morning meeting d'Adrian, c'est 9h15 lundi matin. Parce que WTI c'est un range et il n'y a pas grand-chose à dire en fait. On n'a pas, enfin, moi qui l'aime bien habituellement, là je n'y vois pas grand intérêt, c'est comme l'or. L'or, tout le monde attend de savoir est-ce qu'on va en sortir par le haut ou par le bas alors qu'il est dans un triangle, donc on ne fait pas de pari dans ces cas-là, on attend.